Alors, On parlera peut-être des calcifications voilà, les veineuses diapos sont également. lancées. Il n'y a pas que les artères. Du coup, je partage mon écran. Normalement, ça doit fonctionner. Partagez votre écran. Voilà, vous avez juste à lancer votre Je savais diapo. pas que tu étais à Luxor, hein, quand même. Hein, Ça fonctionne, c'est bon? Ça fonctionne bien, c'est bon? C'est parfait, on vous entend très bien. Bonjour à tous, j'y vais. Merci beaucoup. Donc merci à Monsieur Koskas pour m'avoir proposé cette présentation. C'est un honneur de présenter devant les membres de l'Académie de chirurgie sur cette thématique des calcifications artérielles. Je vais essayer de présenter les grands concepts qui sous-tendent la formation des calcifications artérielles et puis essayer de montrer les implications cliniques et de faire un peu le point sur les possibilités thérapeutiques qu'on a à l'heure actuelle, en montrant, je ne pourrais pas rentrer trop dans les détails, mais en montrant ce que nous, on essaye de faire dans le service. Pour poser le sujet, il faut rappeler que ces calcifications artérielles s'inscrivent dans le contexte de l'artériopathie périphérique. L'artériopathie périphérique, c'est un véritable problème de santé publique. Les chiffres d'incidence sont en constante augmentation. J'ai repris une figure d'une revue récente de Nature. Vous avez à gauche les pays considérés riches, où on a une augmentation qui, bon an mal an, est à peu près contrôlée, et à droite, les deux barres graves de droite, dans les pays moins favorisés, entre 2000 et 2010, il y a une explosion de l'incidence de l'artériopathie périphérique, notamment du fait des épidémies de diabète, d'insuffisance rénale chronique et d'obésité. Dans ce contexte, les calcifications artérielles, on a toujours considéré que c'était un épiphénomène, quelque chose de dépôt de calcaire dans les tuyaux qui accompagnait l'athérome. Or, de ce concept athérocentré, on a évolué depuis une quinzaine d'années vers une véritable maladie artérielle calcifiante associée à des facteurs en particulier comme l'âge, le diabète et les calcifications artérielles. C'est une physiopathologie propre, ça évolue pour son propre compte et ça augmente la morbimortalité cardiovasculaire indépendamment de l'athérome standard entre guillemets. Il n'y a actuellement aucun traitement dédié pour les calcifications artérielles. Si on remet les choses un petit peu d'un point de vue historique, une étude a été faite sur les momies. Et elles ont été passées au scanner, et quels que soient les régimes alimentaires, ou les régimes, la sédentarité ou l'activité physique, on observait sur ces spécimens des calcifications dans les différents territoires. Il y a des observations de pathologistes qui remontent même avant le 19e siècle, qui retrouvent un véritable tissu osseux organisé, qui est ectopique, il est retrouvé dans les artères, mais on voit, là, la photo l'illustre, si vous voyez bien, il y a du collagène et il y a même des trames lipidiques avec de la moelle osseuse. Donc il y a vraiment une élaboration de tissu osseux dans les artères. Alors, pour organiser un petit peu les choses, une bonne manière, c'est d'utiliser l'histologie. On distingue les calcifications qui sont dites amorphes, où elles vont, alors je pense que le pointeur marche là, elles vont s'organiser soit en feuillet, soit autour de cristaux de cholestérol, soit en nodules un peu dystrophiques, mais parfois on a une forme extrêmement organisée, une véritable ossification dans la paroi artérielle. Ici, on retrouve ici, avec là du tissu osseux, et donc on a cette réorganisation. D'un point de vue plus clinique, il y a différents types de calcifications artérielles, celles qui vont nous intéresser, celles qu'on trouve dans l'intima et dans la média particulière, qui est la calciphylaxie. Les calcifications intimales ont de la lumière du vaisseau et elles vont générer des événements cliniques parce qu'elles vont déstabiliser la plaque, pouvant conduire à ça et les événements cliniques associés. Donc j'étais sur cette diapo, les calcifications au niveau de la média, elles vont plutôt être associées au vieillissement, à l'hypertension, au diabète, et elles vont générer de l'insuffisance d'organes, l'insuffisance cardiaque bien sûr, mais aussi l'insuffisance cérébrovasculaire et de l'insuffisance rénale. Alors, si on essaie de comprendre, il y a deux, c'est un petit peu fondamental
on va très vite revenir à l'aspect plus concret. Ce qui semble se passer, c'est que dans la paroi artérielle, il va y avoir dans certaines conditions pathologiques la transformation des cellules musculaires qui sont contractiles en cellules capables de minéraliser. Il y a aussi, paroi artérielle, on sait, des macrophages qui forment la plaque d'athérome. Et donc, les macrophages, c'est des cousins proches des ostéoclastes. Ça fonctionne pareil. Et donc, ce couple formation osseuse, résorption osseuse, on va le retrouver dans la paroi artérielle. Dans l'os, on sait que les cellules osseuses, les ostéoblastes, ils sécrètent sur son récepteur RANK à la surface des ostéoclastes. Les ostéoblastes sécrètent aussi de l'ostéoporose, qui est bien connue, bien décrite, de formation de retrouvée et identifiée dans le tissu artériel pathologique où se forment des calcifications. Donc voilà, cette association et ce couplage est présent aussi dans le tissu artériel. Il y a une deuxième grande théorie qui sous-tend la formation des calcifications, c'est une théorie plus métabolique. On sait, c'est ce qu'on voit dans l'insuffisance rénale, à la surface des cellules sont prises en charge, transformées en adénosine, qui rentre dans les cellules et qui va prendre en charge le pyrophosphate inorganique. Donc après avoir vu la partie cellulaire, on peut parler de la partie métabolique. Et donc je disais, c'est des voies qui ont lieu en permanence à la surface des cellules et qui nous empêchent de calcifier au niveau des vaisseaux. Alors je vais vous demander un petit coup de main pour le passage des diapos si ça vous gêne pas. Dites diapo suivante, ça ira. Diapo. Là, quand il y a une déficience de cette enzyme, eh ben, avec une simple mutation, on obtient une maladie qui s'appelle Generalized Arterial Calcification of Infancy. Et vous voyez à gauche une coupe échographique où il y a une calcification massive de la crosse aortique. Et les enfants qui sont touchés par cette pathologie, en général, décèdent après quelques jours de vie. Diapo. Au niveau de l'enzyme, une voie suivante, donc une étape plus loin, c'est la maladie Arterial Calcification due to deficiency in CD73, cette enzyme. Donc, on a des patients qui développent des calcifications artérielles que vous voyez à droite, avec des calcifications monstrueuses et une artériopathie dès l'âge de 30 ou 40 ans. Diapo suivante. Donc ça a été, diapo suivante, ça a été publié dans le New England et c'est un modèle très intéressant parce que c'est un modèle représentatif de l'insuffisance rénale chronique et du diabète, donc de pathologies très communes qui calcifient. Donc la façon dont ça se passe, si on essaie d'être uniciste, diapo, c'est que probablement dans les conditions de diapositive, s'il vous plaît, dans les conditions de stress d'athérome, eh bien le vaisseau sain qu'on voit en haut, avec son tonus sympathique, avec sa constitution normale, eh bien, il faut revenir en arrière. En fait, se transforme en vaisseau capable de minéraliser, avec des cellules minéralisantes qui va sécréter un environnement avec un véritable cercle vicieux où se développe une calcification du vaisseau. On n'a pas encore tout compris, mais ce qui est clair, c'est que ce n'est pas quelque chose de passif, de dégénératif, c'est un mécanisme très finement régulé. Diapositive. En tout état de cause, ces calcifications, elles ont un impact clinique fort. Ça, c'est sûr, parce qu'elles sont présentes partout, dans l'athérome, dans la média, parce qu'elles génèrent de l'insuffisance d'organes via l'hypertension, l'insuffisance cardiaque, cérébrovasculaire. Elles vont déstabiliser les plaques intimales et générer des infarctus, des AVC, des ischémies de membres inférieurs. Elles agissent pour leur propre compte et il n'y a actuellement aucun traitement disponible. Diapositive. Donc, pour illustrer un petit peu plus cliniquement ce qu'on voit, voilà un patient qui a reçu un stent au niveau de sa fémorale superficielle et on voit cette fracture de stent précisément au niveau d'une zone très calcifiée. Diapositive. Plus rarement, mais ce qu'on voit aussi, c'est ces espèces de bourgeons calcaires dans l'aorte viscérale qui sont vraiment un développement un peu aberrant des calcifications au sein de la lumière. Diapositive. Plus fréquemment, et ça c'est le quotidien, c'est les axes de jambes sur ce scanner où on a un empirement des vaisseaux de la même tonalité que l'os et pour lequel on n'a pas de possibilité thérapeutique. Diapositive. Donc ça a été montré, on peut passer celle-là. On peut passer, c'est le score calcique est lié au risque d'amputation. Et donc nous, on avait pu faire un travail, je vais passer assez brièvement, mais qui montre que la machinerie osseuses étaient identifiées au sein des plaques fémorales, des plaques carotidiennes, et que elles étaient associées au niveau carotidien à la stabilité des plaques. Diapositive.
on avait identifié du tissu osseux, c'est l'illustration de droite, un véritable tissu osseux ectopique uniquement au niveau des carotides asymptomatiques sur une cohorte de 70 patients. Diapositive. Et la façon, vous pouvez passer là, on va passer là-dessus. La façon dont ça se passe, c'est que, diapositive, au début, très précocement, les calcifications se développent dans la plaque, la déstabilisent et génèrent de l'événement clinique, de l'AVC. Puis, avec le développement, la coalescence, la plaque se fige, il se forme une forme très élaborée de tissu qui va figer la plaque et la rendre stable et asymptomatique. Diapositive. Actuellement, il n'y a aucun traitement. On a les outils standards qui nous permettent de faire de l'angioplastie, les ballons, qui nous permettent de stenter les vaisseaux, de les recanaliser. Il y a des lasers ou des foreuses qui permettent de recalibrer le vaisseau, mais c'est une réponse mécanique à un phénomène biologique et c'est pas une réponse dédiée. Diapositive. Donc je vais vous présenter, alors vous pouvez passer parce que là je pense que du coup elle va mal passer celle-là et je vais vous la présenter progressivement. Allez-y encore. Donc si encore un, voilà, très bien. En revenant en arrière. Si on part de la gauche, on fait actuellement un projet plutôt sur l'aspect intimal avec une étudiante en thèse qui s'appelle Rania Chabaz et on récupère les données cliniques de patients opérés de carotide. On ajoute les données échographiques et les données scanographiques. On peut avoir la quantification des calcifications de la partie lipidique. On récupère l'échantillon péropératoire, on en envoie un fragment en histologie et on analyse, c'est notre gold standard, l'aspect histologique en termes de calcification, de lipides et de fibrose. Et on récupère un autre fragment qu'on envoie avec un nouveau dispositif qui est développé dans le L2E, le laboratoire d'électronique et d'électromagnétique, où on fait traverser le tissu par un faisceau micro-ondes. La courbe, le faisceau qui est renvoyé par le tissu dépend de sa constitution et les résultats préliminaires sont intéressants parce que on a l'air d'avoir des signaux différents en fonction des plaques symptomatiques, asymptomatiques. Et donc l'idée avec une étude prospective en cours dans le service, c'est d'identifier des paramètres qui pourraient nous faire sélectionner les plaques qui sont des bonnes candidates pour la chirurgie, c'est-à-dire les plaques les plus à risque. Et le dispositif micro-ondes pourrait donner des arguments chirurgicaux s'il était capable de distinguer ces plaques à risque justement. Donc ça, c'est le premier projet qui est en cours. Le deuxième projet, j'en parle brièvement, c'est la diapo suivante. Comme il semble que les régulations du tissu osseux et du tissu vasculaire calcifié se fassent en miroir, eh bien, des médicaments qui permettent de renforcer la masse osseuse ont l'air d'être bénéfiques sur les calcifications. C'est le cas des biphosphonates qui sont donnés largement dans l'ostéoporose. Et vous voyez en haut, dans notre modèle de souris contrôle, il n'y a pas de calcification. Nos souris malades, elles calcifient. Et quand on traite nos souris, c'est les images du bas, avec des biphosphonates, les calcifications disparaissent. Et c'est ce qui est quantifié à droite. Donc actuellement, on a un brevet en cours pour pouvoir distribuer des doses de tidronate et de cet anticalcifiant au niveau des lésions les plus sévères, dans l'espoir de ralentir l'évolution, de figer l'évolution du calcium et de stabiliser les plaques. Donc ça, c'est un deuxième projet qui est en cours de démarrage. Diapositive. Donc pour conclure sur cette présentation des calcifications qui a été un petit peu entrecoupée, j'en suis désolé, c'est un phénomène qui se produit très fréquemment dans l'artériopathie périphérique, qui est précoce, qui n'est pas du tout passif mais qui est hautement régulé à l'échelle cellulaire métabolique, qui a de nombreuses similitudes avec le tissu osseux, il faut s'inspirer de la régulation du tissu osseux, et qui est variable selon les territoires. Dans tous les cas, l'impact clinique est considérable sur la stabilité des plaques, sur l'insuffisance d'organes, et il est important de mieux comprendre comment ça fonctionne pour pouvoir proposer des traitements par la suite. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Je pense qu'il y a probablement des questions dans la salle. Donc Richard Villet, si tu veux venir peut-être au micro. Également Jean-Claude Coffinal après. Un sujet passionnant. Bonjour et bravo pour cette communication. Vous nous avez bien dit que c'était une maladie qui se produisait dans l'artériopathie périphérique et vous n'avez donné aucune corrélation avec l'épidémiologie. Et ma question est extrêmement précise. Est-ce qu'on retrouve chez les patients les mêmes données épidémiologiques, c'est-à-dire tabac, lipides, cholestérol,
ou pas? Est-ce qu'il y a une corrélation entre les facteurs de risque, on va dire, de l'athérome en général et les calcifications, ou c'est pas nécessairement totalement corrélé? Attends, on va poser plusieurs questions et puis tu répondras à l'ensemble. Peut-être Jean-Claude Coufinal voulait également poser une question, chirurgien vasculaire aussi, donc de la Pitié-Salpêtrière. Oui, j'ai 3 petites questions. Ceux du chirurgien vasculaire, c'est les formes localisées, c'est-à-dire quand il y a les calcifications généralisées, mais on voyait très souvent sur les fémorales profondes des calcifications parfaitement localisées sur ces vaisseaux. Le deuxième, c'est que empiriquement, les chirurgiens vasculaires qui ont vu beaucoup de patients, artérite plus alcool, donnaient une impression très importante de calcification. Et puis enfin, les questions éternelles, mais pas du tout, je veux dire, documentées, le rôle éventuel du flux pulsé, de l'abolition du flux pulsé sur les modifications donc au niveau de la paroi artérielle. Oui, une dernière question de ma part. Quel rôle joue par exemple le métabolisme parathyroïdien dans la survenue éventuellement de cette maladie calcifiante? Et deuxièmement, ça rejoint un peu l'observation de Jean-Claude. Moi qui ai exercé pendant quelques années en Touraine avec les viticulteurs, nous avions une forme quasiment particulière. On se disait, ce mec-là, il a forcément une aorte hyper calcifiée parce qu'il avait le tabac, l'alcool, et c'était quasiment une forme clinique prédéterminée chez ce type de patient. Donc c'est peut-être une maladie environnementale également, avec des facteurs de risque. Voilà, merci de tes réponses. Je suis gâté là. Je vous remercie. Alors j'essaie de répondre dans l'ordre. Donc au départ sur l'épidémiologie, j'ai peut-être pas été assez clair. En fait, il y a une dichotomie entre les calcifications intimales et les calcifications médiales. Les premières, elles sont très associées à l'athérome, et donc elles partagent des facteurs de risque, l'hypertension, le tabagisme, c'est vraiment très corrélé. Et là, on est vraiment sur l'intérieur de la lumière et les événements cliniques, rupture de plaques, événements coronariens, etc. Les deuxièmes, elles sont plus sur le versant métabolique, c'est les calcifications médiales. Et là, on est plus à une exposition, le cocktail le pire, c'est l'association insuffisance rénale chronique, le dialysé qui est diabétique. Voilà, donc il y a un peu cette répartition épidémiologique entre les deux types de calcification qui existe et qui est un tout petit peu artificielle parce qu'en pratique, souvent, les patients présentent les deux types de calcification, elles sont intriquées. Donc voilà, j'espère, pour la première réponse. Vous parliez de formes... C'est bon? J'enchaîne? Oui. Alors, pour les formes localisées, en fait, il y a une réelle hétérogénéité de la présentation. Il y a des territoires calcifiés, moins calcifiés, en fonction... on sait que les fémorales superficielles, en général, sont très calcifiées. Les plaques au niveau des carotides le sont plus rarement. On parle plutôt d'athérome mou. Il y a une hétérogénéité de la présentation. On ne sait pas exactement pourquoi. Il y a probablement des mécanismes embryologiques, c'est pas partout les mêmes origines. Il y a des mécanismes hémodynamiques, on sait que ça se forme plus les calcifications au niveau des bifurcations comme l'athérome. Il y a probablement aussi des mécanismes génétiques qui ne sont pas identifiés. Notamment, on avait vu la voie métabolique là. Les patients qui ont la maladie ACDC, j'avais fait une diapo là-dessus, ils ont des calcifications monstrueuses, mais uniquement au niveau des membranes inférieures. Et ça, on ne sait pas pourquoi. Probablement, ils ont des récepteurs différents selon les territoires et ça nous ramène peut-être à des raisons embryologiques ou autres. Pour l'association alcool, tabac et ce qu'on appelle on voit ça dans la littérature des fois, les MOC, les maladies occlusives calcifiantes avec des énormes bourgeons au niveau de l'aorte souvent. Effectivement, il y a une association qui est plus empirique, c'est ce que vous décrivez, que décrite avec des statistiques. Mais moi, je ne connais pas en tout cas d'explication. Peut-être que l'alcool favoriserait ça. Peut-être qu'il faudrait les traiter au vinaigre. En rigolant, mais on ne sait pas trop. En tout cas, moi, je n'ai pas d'explication. Pour le côté hémodynamique, vous m'aviez posé une question sur le côté pulsatile ou pas. Alors, ça ramène au phénomène de shear stress. Et par exemple, comme la fermeture du canal artériel est un phénomène un peu hémodynamique comme ça, où il y a une involution
des vaisseaux, ça joue forcément. L'hémodynamique joue énormément dans la formation des calcifications et notamment, c'est clair que ça se passe pas pareil dans une coronaire et dans un axe de jambe. C'est pas le même régime de flux. Ça a beau être le même diamètre, quand on stent ou quand on traite ces vaisseaux, ça se passe pas de la même façon. Et donc, encore une fois, en fonction du territoire, c'est totalement différent et l'hémodynamique y est certainement pour beaucoup. Et je termine sur l'aspect vitamine D, métabolisme parathyroïdien. Effectivement, alors, il y a des choses très très décrites là-dessus qui sont très intéressantes en termes de cible thérapeutique. Il y a eu des essais sur le traitement pour la vitamine D qui n'ont pas montré de preuves, mais c'est des pistes intéressantes. Et la PTH et il y a un truc qui s'appelle la fétuine A. Qui est un inhibiteur constant des calcifications artérielles et qu'on essaye d'utiliser, enfin il y a des néphrologues qui essayent d'utiliser ça pour prévenir la formation des calcifications et ça rejoint le métabolisme phosphocalcique. Très bien. Bah, écoute, Jean-Michel, merci beaucoup de cette présentation.